Bon, moi, je suis pas très à l'aise avec cette question parce que tout simplement, je réfléchis plutôt sur la relation Europe-France-Afrique et nos responsabilités européennes vis-à-vis de l'Afrique. Et bon, je suis pas quelqu'un de légitime, je m'estime pas légitime pour juger en fait les politiques africaines, ou en tout cas émettre un avis sur les politiques africaines. Donc, ce que je veux. Mais par contre, ce qui me semble très très important dans la question qui est posée, c'est que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aujourd'hui une question de régulation des monopoles et des monopsones dans la chaîne agroalimentaire, qui est une question universelle qui se pose, auquel le souverainisme ne répondra pas, et auquel aujourd'hui aucun mode de régulation ou de gouvernance ne répond. Ce qui fait que on a des organisations qui sont, ça c'est ma vision, mais aujourd'hui apatrides, qui sont issues de fusions, en fait, souvent d'entreprises qui ont des nationalités différentes, donc euh, elles profitent aujourd'hui des vides juridiques internationaux, en particulier dans le domaine fiscal, et ça les amène en fait à être dans des positions de domination en fait de la chaîne agricole qui posent vraiment des questions fortes sur la capacité de répartir équitablement la valeur ajoutée dans ces chaînes. Donc, c'est pas qu'une question africaine, je crois. C'est une question européenne. On voit que nos paysans sont confrontés, pardon, les paysans européens, pardon, sont confrontés aux mêmes questions. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi la question de la régulation, de la répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière agroalimentaire qui est posée. Et donc, je crois que ce défi, il est majeur parce que tout simplement sur les semences, on voit qu'il y a 5 acteurs. Voilà, c'est pas un petit enjeu. C'est vraiment la liberté, par exemple, des paysans à pouvoir semer les variétés qu'ils désirent. Et donc, ça a des répercussions sur l'ensemble des maillons des filières. Et ça, je pense qu'il y a un défi commun. Il y a un défi commun à prendre en compte à la fois par les penseurs de l'agriculture, ça c'est un fait, mais aussi par les agriculteurs eux-mêmes. Et à s'avouer qu'aujourd'hui, beaucoup le font, hein, mais à poser le problème sur la table et à comprendre comment on peut s'organiser dans un monde qui est hautement globalisé pour que nos filières locales soient protégées par rapport à ces acteurs ultra dominants. Le sentiment parfois, Steven, dans ce que tu dis, c'est que tu assimiles souveraineté et souverainisme. C'est une assimilation qui est faite par certains acteurs aujourd'hui, mais qui, pour moi, la souveraineté alimentaire à l'origine, c'est pas du souverainisme. En fait, parce que le souverainisme, dans une définition un peu factuelle, c'est la défense de l'État national face aux supra-États-nations, qu'ils soient l'Europe ou la gouvernance mondiale. Or, la souveraineté alimentaire reconnaît bien les enjeux de gouvernance mondiale et régionale. Donc, c'est pour moi un twist qui se fait aujourd'hui, la notion de souveraineté alimentaire, notamment par des acteurs de droite ou d'extrême droite, mais qui fait pas du tout écho à l'essence même du concept tel qu'il a été, en tout cas, réfléchi par les mouvements paysans à l'origine. Et donc, par rapport à la question des chaînes de valeur, enfin, je rejoins ce que dit Steven, à la fois, oui, en tant qu'ONG française qui agit sur ces questions-là au niveau international, nous, ce qu'on va regarder, c'est les interdépendances et les liens et juger des impacts de la politique française, notamment sur des filières, qu'elles soient en Amérique latine ou en Afrique de l'Ouest, mais pas juger des politiques publiques de ces pays, parce que ça, c'est les acteurs de ces pays qui sont les plus à même de pouvoir le faire. Mais après, c'est compliqué aujourd'hui de parler de filières et de production régionale ou nationale. En fait, tant on voit la concentration des acteurs du secteur. Tu donnais l'exemple du secteur des semences. En effet, on a une concentration majeure aujourd'hui dans les fournisseurs d'intrants, mais aussi chez les négociants, chez les transformateurs, chez les marques de fabricants, dans les supermarchés.
à chaque fois, on se retrouve avec des quasi-oligopoles sur ces questions. Et donc, on va retrouver au niveau international. Et donc, l'émergence des filières dites locales, régionales ou nationales, aujourd'hui, elles sont quasiment impossibles, tant il y a une captation et une intégration verticale de ces acteurs qui, à la fois, dominent des pans spécifiques du système agricole et alimentaire, mais aussi souvent plusieurs, et se situent aux différentes échelles. Donc, on a vraiment une augmentation de la coordination verticale des chaînes d'approvisionnement et un renforcement du contrôle de quelques acteurs sur l'ensemble du système agricole et alimentaire. L'autre aspect qu'on peut voir aussi, alors, en regardant notamment des quelques filières spécifiques, mais c'est sur bien des territoires, on a l'absence aussi de maillons déterminants d'un système agricole et alimentaire. L'exemple du cacao, par exemple, est très souvent donné en Côte d'Ivoire, mais au-delà de la production des fèves, en fait, 90% de ce qui va suivre, la transformation, la mise en packaging, la commercialisation, elle se fait à l'extérieur du territoire. Et donc, toute la valeur ajoutée aussi qu'on peut capter de ces productions sort complètement à la fois de la main des producteurs, mais même du pays lui-même. Et il y avait eu des travaux très intéressants de Commerce Équitable France avec le BASIC, qui montrait cette captation de la valeur qui en fait se faisait bien sûr aux 2 dernières étapes du système agricole et alimentaire, et donc bien souvent par des acteurs privés tiers et à l'extérieur du pays. Donc ça, de développer des systèmes agricoles et alimentaires localisés ou nationaux ou même régionaux, ça demande aussi d'avoir les outils pour pouvoir territorialiser ces systèmes agricoles et alimentaires. Et enfin, il y a aussi, en tout cas dans beaucoup de partenariats et dans les discussions qui doivent se faire au sein de ces filières et au sein de ces systèmes, un déséquilibre dans la représentation et dans la diversité des acteurs. En tout cas, pour avoir étudié pas mal de coalitions multi-acteurs, notamment dans le domaine de l'agriculture, on voit qu'il y a une sous-représentation, voire non-représentation, par exemple, des agriculteurs paysans, au détriment des acteurs privés ou des acteurs publics. Et donc ça aussi, ça ne permet pas de prendre en compte les intérêts et les besoins qui peuvent être formulés par les producteurs eux-mêmes. Des équipes dans la représentation, on arrive derrière à la question du rapport de force. Et on le voit aujourd'hui que même des fois, on a des acteurs publics qui essayent d'aller dans un sens que moi j'estimerais ça va dans le bon sens, je m'expliquerai plus précisément après, mais qui en sont limités par le pouvoir de ces acteurs privés. Et là encore, la filière cacao en Côte d'Ivoire, elle est assez illustrative de cette situation. En un an, cette filière, elle a quand même connu des rebondissements assez énormes, avec à la fois au début de la pandémie des ports à San Pedro ou à Abidjan qui étaient remplis de fèves de cacao. Il n'y avait plus aucun transport, donc perte sur place due au pourrissement des récoltes et des cultures. Et quand même, c'est entre 10 et 15% du PIB, la filière cacao en Côte d'Ivoire. C'est 40% des recettes d'exportation du pays, c'est plus de 5 millions de personnes qui vivent de cette filière selon la Banque mondiale. Donc voilà, c'est quand même un élément majeur. Donc là, grosse perte sur ce secteur au début de la pandémie. La Banque mondiale notait aussi d'ailleurs, par exemple, que la moitié des planteurs de cacao quand même vivent sous le seuil de pauvreté, donc on était déjà dans une situation critique. Et face à ça, il y a quelques mois, l'État ivoirien a décidé de relever le niveau du prix du cacao pour pouvoir assurer que les planteurs puissent en vivre. Parce que je redis, c'est un planteur sur 2 qui est sous le seuil de pauvreté. Donc, dans tous les cas, le prix du cacao borchant n'était pas assez élevé pour leur permettre de vivre dignement. Ça a été une annonce qui a été faite, et en fait, ce qu'on a observé aujourd'hui, c'est que sous pression des quelques acteurs cacao multinationales et certaines pressions qui ont été dénoncées publiquement par l'État ivoirien, on se retrouve aujourd'hui avec une chute annoncée il y a un mois, fin mars, de 25% du prix du cacao. Donc là, on a un acteur public qui a essayé de répondre à des enjeux économiques et sociaux majeurs pour les populations paysannes, d'autant plus dans un contexte de crise, et en gros, à prendre une décision de relever le prix du cacao pour, en gros, assurer que ce gouffre dans la pauvreté des planteurs de cacao cesse. Et derrière les portes, derrière les rideaux, un jeu de pression s'est effectué, et quelques mois après, on a une annonce d'une chute de 25% du prix du cacao.
Donc, c'est là aussi, comme on voit, on parle souvent de la question du rapport de force. Je trouve que là, elle est très illustrante et que même, voilà, quand un acteur public peut vouloir initier une régulation pour ses citoyens et pour les planteurs de cacao et 5 millions de personnes qui vivent de cette filière, quelques mois après, sous pression des acteurs économiques majeurs, ils sont obligés de reculer et de maintenir finalement ces populations dans une situation catastrophique. Juste pour rebondir là-dessus, je crois que ça pose aussi la question de la diminution du pouvoir des coalitions paysannes aujourd'hui. C'est-à-dire que en 2000, face à l'OMC, il y avait un ennemi commun, il y avait des coalitions très fortes qui ont pris en fait beaucoup qui se sont délitées avec le temps et en fait avec aussi la dissémination, je dirais, des enjeux. C'est pour ça qu'on est dans une mondialisation complexe. Aujourd'hui, il y a plus de 300 accords déclarés, d'accords de commerciaux bilatéraux déclarés à l'OMC. Comment créer une coalition forte et internationale par rapport à cette dissémination des accords internationaux commerciaux? C'est très compliqué. Le cas de la Côte d'Ivoire, il est vécu dans plein de pays, cette asymétrie entre des multinationales qui ont un pouvoir très fort d'acheteurs et les paysans, mais combattre de manière globale ce phénomène, ça demanderait de dépasser les frontières, de créer des coalitions paysannes comme on a été capable de le faire à l'époque de l'OMC. C'est là où je trouve que c'est intéressant de recomplexifier tout ça et de se dire aujourd'hui, on doit réinventer la forme de la lutte agricole, je ne sais pas comment dire, ou en tout cas de la revendication agricole. Et ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut d'abord que les mouvements agricoles estiment que c'est un problème, ce monopole et ces monopsones des firmes agroalimentaires. Et je trouve que c'est un sujet finalement assez peu porté par les mouvements internationaux agricoles, trop peu porté, et qui finalement diminue leur pouvoir. Je reprends un autre exemple. Il y a un pouvoir économique aussi des paysans. C'est-à-dire qu'ils ont créé des coopératives qui sont aujourd'hui en grande difficulté dans leur mondialisation. Et un des pouvoirs des paysans, ça pourrait être de mondialiser les coopératives dans le sens pas créer des filières partout dans le monde, mais mondialiser leurs membres. Et qu'une coopérative puisse avoir des membres qui soient français, africains, asiatiques. Et là, en donnant ces organisations, donnent tout de suite le pouvoir de la gouvernance aux paysans, puisque logiquement, ils leur appartiennent. Donc, je trouve que là aussi, il y a un combat finalement, où il y a une voie dans la mondialisation des coopératives qui pourrait être porteur si jamais la gouvernance est vraiment aux mains des agriculteurs qui sont membres et qui sont coopérateurs. Parce que sur la question de la concentration des acteurs, c'est un sujet majeur qui est porté par certains de la société civile aujourd'hui. Typiquement, les organisations de la société civile au Comité sur la sécurité alimentaire mondiale, je crois que ça fait 3 ans maintenant qu'on demande de mettre cette question à l'agenda. C'est la problématique majeure que nous, on a avec le sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies tel qu'il est défini cette année, mais on en parlera après. Donc, en tout cas, c'est un enjeu qui est bien identifié par un certain nombre d'acteurs de la société civile, mais clairement que les États, pour le coup, refusent de regarder, même si c'est pas que un combat dogmatique de la société civile. Nombre d'études montrent cette concentration du secteur aujourd'hui. C'est une réalité avec laquelle il faut agir. Et l'autre point sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, Stéphane, sur aussi cette individualisation du paysan, ce qui renforce ce déséquilibre dans le rapport de force. Moi, je trouve qu'on le voit notamment via le phénomène, le fait que ce soit revenu à la mode la contractualisation. On a vu 2008-2010, on était sur des investissements directs des acteurs privés qui disaient accaparement de terre à grande échelle, etc. Les acteurs privés ont bien vu que c'était un souci, pas tant, franchement, je pense, pour l'accaparement des terres que pour la mauvaise pub que ça leur faisait. On peut penser à Daewoo, on peut penser à d'autres acteurs qui avaient été pointés du doigt sur cette question. Et donc, en fait, choix des acteurs privés pour se prémunir de ces accaparements fonciers de grande échelle qui font une mauvaise publicité, ont décidé de modifier et donc d'être sur une emprise foncière indirecte de leur production agricole en contractualisant avec les acteurs paysans.
Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui a nourri et qui a permis aussi de ne pas permettre des fronts paysans collectifs, parce qu'on se retrouve avec des paysans qui négocient gré à gré avec un acteur, une entreprise. Donc, souvent, dans des filières, il peut y avoir des coordinations, mais entre filières, aujourd'hui, ces espaces de négociation n'existent plus, puisqu'ils se font avec des entreprises de la filière. Et dans la contractualisation, là encore, on revient sur la question du rapport de pouvoir de force, on est sur quelque chose de complètement déséquilibré. Et bien souvent, même, on a assisté à des contractualisations, notamment, par exemple, dans les filières en Côte d'Ivoire, ou ce qu'on a pu observer aussi au Burkina Faso, dans les pôles de croissance, qui se font de gré à gré avec le paysan et l'organisation paysanne, en fait, et la coopérative est contournée. Et la coopérative n'est plus vue uniquement que comme un espace qui va permettre de faire transiter le service, transiter les intrants, transiter la formation, mais plus comme l'espace de négociation pour l'ensemble des paysans qui se retrouvent en contact direct avec l'entreprise. Et donc ça, en effet, aujourd'hui, je pense qu'il y a front commun à recréer et en tout cas à soutenir sur ces éléments-là, à la fois à l'intérieur des filières, mais aussi entre les filières, d'arrêter de morceler et de bien se mettre d'accord aussi sur des principes d'action communs des paysans et de demandes et d'attentes qu'ils peuvent avoir.